Donc, merci d'être là. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette conférence Corée du Sud, France, des ambitions convergentes pour l'Indo-Pacifique. Et nos intervenants vont nous expliquer ça. Et je reçois justement pour nous expliquer tout cela Sang-Woo Lim. Vous êtes directeur général du Bureau Amérique du Nord, ministère des Affaires étrangères de la République de Corée. Marc Abinsour, vous êtes ambassadeur de France pour l'Indo-Pacifique au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Puis Barthélemy Courmont, qui est directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Donc, merci à vous trois d'avoir accepté de vous joindre à nous. Moi, je ne suis, comme je vous disais au tout début, je ne suis qu'économiste. Et donc, quand on parle Indo-Pacifique, ce que je vois d'abord, c'est la PEC, l'association de coopération, la coopération économique Asie-Pacifique, qui était déjà une zone extrêmement étendue et qui prend d'autant plus d'importance que l'Asie aujourd'hui, c'est quand même l'un des le centre même de l'activité économique mondiale, le centre du commerce mondial, parce que la Chine, mais pas que, parce que tous ces pays sont très très bien insérés depuis très très longtemps dans le commerce international. Donc c'est une région qui se positionne de plus en plus au centre de l'économie mondiale et qui représente une part de plus en plus importante de cette économie et de ce commerce mondial. Et puis arrive ce concept d'Indo-Pacifique, alors qui est à la fois nouveau et pas très nouveau, qui englobe l'Inde pour le coup, donc encore plus large finalement que la coopération économique dont je vous parlais à l'instant, et qui, dans le même temps, quand on regarde une carte, qu'est-ce qu'on voit qui ne peut absolument pas nous échapper? C'est la Chine. Donc, ça englobe beaucoup de choses, des choses très différentes, avec des perceptions vraisemblablement, alors vous m'en direz plus, encore une fois, je regarde ça comme chacun de nos auditeurs aujourd'hui, avec le regard de quelqu'un qui n'est absolument pas spécialiste de ces questions, mais on ne peut échapper à ces différences, à ces divergences, à ces visions et intérêts très divers dans la région. Mais encore une fois, au cœur de cette région, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la Chine, et bien évidemment avec tous les enjeux et les défis stratégiques et au-delà du stratégique que nous pose la Chine aujourd'hui. Donc je pense que nous allons y revenir. La Chine, mais aussi, pas forcément au centre de la carte, mais aussi au centre de ce jeu-là, de ces enjeux indo-pacifiques, les États-Unis. Et donc, bien évidemment, un défi majeur pour l'avenir, pour les relations internationales et la géopolitique mondiale. Donc, vous allez nous en dire beaucoup plus. Je vais vous interpeller, Monsieur Lim, tout de suite sur ce que sont les ambitions de la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud est aussi au centre de cette carte indo-pacifique, avec un positionnement très particulier. La Corée du Sud, c'est presque une île, en fait, si on y réfléchit, au milieu de cette région, coupée en fait par la partition des deux Corées, avec des intérêts de sécurité qui sont extrêmement importants, parce que proximité avec la Chine, mais aussi parce que des liens très particuliers avec les États-Unis. Je pense que c'est sur tout ça que vous allez revenir. Je vous laisse tout de suite nous expliquer comment est perçu ce qu'est l'Indo-Pacifique pour la Corée du Sud, quelles sont les ambitions de la Corée du Sud c'est pas une stratégie, mais dans cette vision du monde. Merci à vous. Je vous écoute. On vous écoute. Merci. Merci beaucoup pour votre introduction. Je m'appelle Sang-Woo Lim. Je suis le directeur général de l'Amérique du Nord au sein du ministère des Affaires étrangères de Corée. Et je suis aussi le coordinateur du groupe de travail sur la mise en place de la stratégie coréenne dans l'Indo-Pacifique. Je viens d'arriver à peine il y a deux heures. Mais ça va, j'ai pris beaucoup de café. Et merci beaucoup d'être venus si nombreux, malgré le match très important à 20 heures. Alors, bonne chance pour l'équipe de la France. Et peut-être je vais d'abord commencer par vous présenter la stratégie indo-stratégique indo-pacifique de la Corée. Et j'ai préparé un texte. Alors, si vous permettez, je vais utiliser un peu de mon texte.
Et encore, je tiens à exprimer toute ma gratitude à RIS pour l'organisation de ce séminaire très important. Et c'est un immense plaisir pour moi de me rendre en France, un pays central qui a déjà annoncé sa stratégie dans l'Indo-Pacifique, et aussi de pouvoir présenter la stratégie coréenne en la matière et d'échanger sur les coopérations possibles dans la région. Euh, et il a noté que ce séminaire se tient juste après que notre président Yoon Song-yeol a dévoilé les éléments clés de la stratégie Indo-Pacifique de la Corée à l'occasion du sommet Corée-ASEAN qui s'est tenu le 11 novembre dernier. Et j'espère que Séoul et Paris continueront à élargir le champ de leur coopération dans la région Indo-Pacifique à travers divers échanges au niveau gouvernemental et privé, à l'instar de ce séminaire d'aujourd'hui. Le gouvernement coréen considère l'Europe et la France, bien sûr, comme un des partenaires de coopération de premier plan dans la zone Indo-Pacifique. D'ailleurs, la France a été le premier des pays européens à prêter attention à l'importance de cette région sur le plan stratégique et a annoncé ses intentions en la matière en mai 2019. La stratégie française a servi de référence pour nous dans notre élaboration de notre propre stratégie. L'Indo-Pacifique, comme vous savez très bien, est une zone dynamique et stratégiquement très importante, représentant environ 65% de la population mondiale et aussi 60% du PIB mondial, et par laquelle transite une grande partie de frais internationaux. Mais malgré ces opportunités, la région fait aussi face à des défis qui portent atteinte à la liberté, à la paix et à la prospérité à cause de facteurs complexes tels que la concurrence géopolitique et les atteintes aux valeurs universelles. C'est dans ce contexte que notre président a présenté son dossier sur la stratégie coréenne pour l'Indo-Pacifique. Et il a exprimé sa volonté d'élargir la contribution de notre pays et de renforcer notre rôle afin de résoudre des problèmes régionaux et mondiaux, ainsi que de promouvoir un cadre régional harmonieux. Et en fait, c'est la première fois pour la Corée de formuler une telle stratégie régionale, et on témoigne de la détermination du gouvernement coréen à élargir son espace diplomatique au-delà de la péninsule coréenne et de l'Asie du Nord-Est. Elle s'inscrit dans sa volonté de devenir un pays pivot sur le plan international. Par-dessus tout, la Corée, qui est l'une des 10 premières puissances économiques mondiales et une démocratie mature, a exprimé sa volonté de contribuer davantage à la région Indo-Pacifique et à la communauté internationale. Alors, une région Indo-Pacifique libre, prospère et pacifique, c'est ça la vision stratégique de Séoul. Alors, la première vision clé est la liberté. Et nous souhaitons établir un ordre international basé sur des valeurs universelles telles que, bien sûr, la liberté aussi, les droits de l'homme, et promouvoir un ordre régional harmonieux qui respecte les droits et les intérêts de chaque État et recherche des intérêts communs. Et renforcer la solidarité entre les pays partageant ces valeurs et enfin faire preuve de fermeté et fortement opposée face aux changements unilatéraux du statu quo par la force. La deuxième vision clé est la paix. Le gouvernement coréen s'efforcera de prévenir les conflits et la violence sur la base de règles, respecter le principe de résolution pacifique des problèmes par le dialogue, renforcer la coopération internationale dans les domaines de la non-prolifération nucléaire, de la lutte contre le terrorisme, et de la sécurité maritime, de la sécurité sanitaire et de la sécurité de cyberspace. Et enfin,
de poursuivre les efforts de dénucléarisation de la Corée du Nord. Et dernièrement, la troisième vision clé est la prospérité. La Corée mènera une diplomatie qui contribuera à renforcer la sécurité économique en augmentant la résilience des chaînes d'approvisionnement, à maintenir et renforcer la compétitivité des industries de haute technologie du futur, à créer un écosystème économique et technologique coopératif et inclusif, et enfin à agir activement contre le changement climatique, la fracture numérique et la santé. Et dans le cadre de ces trois visions, la Corée mettra en œuvre des coopérations avec tous les pays partenaires de la région, tout en se basant sur les trois principes en matière de coopération que sont l'inclusivité, la confiance et la réciprocité. Premièrement, il s'agit de ne pas cibler ni exclure des pays spécifiques et de favoriser une coopération inclusive avec tous les pays de la région qui adhèrent à notre vision de la région et à nos principes de coopération. De plus, nous poursuivrons une relation de coopération basée sur une confiance mutuelle bien solide. Les partenariats reposant sur la confiance sont essentiels pour relever ensemble et durablement les défis régionaux et mondiaux à venir. Et nous rechercherons des coopérations mutuelles bénéfiques en accord avec le principe selon lequel les engagements qui profitent à toutes les parties sont les plus durables et les plus efficaces. Et l'Europe est un partenaire de coopération important pour promouvoir ensemble l'engagement dans la région de l'Indo-Pacifique. Et nous cherchons à renforcer la coopération de la solidarité avec les pays partenaires tout en partageant notre vision stratégique avec l'Europe et bien sûr la France. Je suis persuadé que l'essentiel de notre stratégie est une politique que de nombreux pays européens, dont la France, cherchent à promouvoir ensemble. Et la stratégie Indo-Pacifique de la France en particulier a mis l'accent sur le multilatéralisme et l'état de droit pour la paix et la stabilité régionale, ce qui est conforme à notre vision de la liberté qui souligne l'importance d'un ordre régional fondé sur des règles. Alors, nous espérons explorer activement des domaines de coopération spécifiques avec la France et le pays de l'Union européenne, qui se place et en particulier avec la France, qui se place en leader de stratégie Indo-Pacifique. Nous souhaitons que ces consultations soient élargies, non seulement entre les États, mais aussi aux groupes de réflexion, y compris IRIS, aux universités et aux entreprises privées, afin de porter des résultats plus concrets et que ce séminaire soit le point de départ. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Monsieur Lee, mais merci en particulier d'avoir parlé français, alors que vous avez à la fois un long voyage et un décalage horaire quand même, qui pourrait vous avoir refroidi là-dessus. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous laisser réagir sur ce qu'a dit Monsieur Lee, mais en particulier sur la stratégie indo-pacifique de la Corée du Sud et les points communs, puisque vraisemblablement, il y a eu aussi une inspiration coréenne de la stratégie française. Peut-être rappeler, juste avant de vous laisser la parole, que si je ne m'abuse, la France est le seul pays européen à avoir des intérêts stratégiques à la fois dans l'océan Indien, à la fois dans l'océan Pacifique, d'où cette présence et cette anticipation, en fait, ou ce positionnement très, très tôt et très tôt de la France sur l'Indo-Pacifique. Je vous laisse réagir. Je serais intéressée par à la fois l'approche française et votre réaction à ce qui vient d'être dit, mais aussi la démarche européenne, puisqu'on sait que les Européens ont aussi développé une stratégie indo-pacifique. Et la question que j'aurais tenté de vous poser, c'est est-ce que les Européens ont absolument la même vision
de la stratégie à adopter dans la région, et est-ce qu'elle se rapproche ou elle diffère de la vision coréenne, qui est quand même assez claire et assez distincte de ce qu'on entend parfois sur l'Indo-Pacifique de la part de nos amis anglo-saxons. Merci beaucoup. Merci de votre invitation, Monsieur le directeur général, Monsieur Lim. Merci d'avoir fait le déplacement en France. Et en effet, je salue le français dans lequel vous vous êtes exprimé, qui est tout à fait impressionnant. Et merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur les convergences entre la stratégie française pour l'Indo-Pacifique et la stratégie coréenne. C'est un exercice délicat, vous l'avez tout de suite compris, puisqu'il s'agit, comme l'a rappelé M. Lim, pour le moment de premières orientations qui ont été donc partagées avec le président Yoon, en effet, lors du sommet Corée-ASEAN, mais nous ne disposons pas du document. Moi, je n'ai pas pu lire la stratégie. C'est encore un processus qui est en cours de finalisation. Et donc, je resterai prudent, en effet, sur un certain nombre de propositions. Mais depuis cette annonce par le président Yoon, il y a eu... C'est moi ou... Ah oui, désolé. Il y a eu une rencontre entre nos deux ministres des Affaires étrangères, Mme Colonna et M. Park Chin, en marge du G20, et qui a été aussi une occasion d'échanger sur la stratégie coréenne pour l'Indo-Pacifique. Et en effet, de part et d'autre, l'idée, le souhait qu'on, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on s'engage dans un exercice pour arriver à bien définir et cerner ensemble les domaines de convergence. Et là où nous avons un intérêt partagé à faire davantage d'efforts pour coopérer ensemble. Alors, sur la base des premières orientations, moi, je me limiterai simplement à évoquer, à formuler des observations, mais plutôt sous forme de questions. Et peut-être que cela vous donnera la possibilité de réagir. La première question, c'est par rapport aux précédentes documents d'orientation de l'administration coréenne, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui change? Et je me souviens que pour la précédente administration, il y avait eu ce qu'on appelle la New Southern Policy, qui était centrée, à ma connaissance, uniquement sur l'ASEAN et l'Inde. Et donc là, la question, c'est quel va être l'impact de cette nouvelle stratégie coréenne pour l'Indo-Pacifique dans la relation entre la Corée et l'ASEAN. Et est-ce qu'il n'y a pas peut-être, je ne sais pas s'il faut parler de risque, mais en tout cas un effet de dilution finalement dans la diplomatie coréenne élargie à un ensemble plus large. Mais ce que je relève immédiatement, c'est que ces premiers éléments partagés par le président Yoon sont intervenus dans un pays de l'ASEAN lors du sommet de l'ASEAN à Phnom Penh. Et donc, je crois qu'il y a là, en effet, un message important, un signal, et d'autant plus que ça s'est immédiatement accompagné du lancement d'une initiative de solidarité avec l'ASEAN. Et donc là, je vois en effet des signaux, des messages de réassurance vis-à-vis des pays de l'ASEAN, mais pour en tout cas indiquer que l'ASEAN reste une composante centrale dans la stratégie. Et je crois que là, en effet, c'est un élément sur lequel on se rejoint et j'y reviendrai. Ma deuxième question, c'est celle du périmètre, justement, donc qui est en lien avec la première. Mais, et là, je comprends que peut-être que vous ne serez pas en mesure de me répondre de façon définitive ce soir sur quel va être le périmètre de la stratégie. Il y a encore des discussions en cours. Mais néanmoins, je comprends que le Pacifique Sud serait inclus dans la stratégie comme zone d'engagement, mais qui reste en effet des discussions sur la délimitation exacte pour le sous-continent indien, savoir si ou pas vous incluez les côtes orientales de l'Afrique. Sachez qu'en tout cas pour la stratégie française, en effet, on inclut les côtes orientales de l'Afrique jusqu'aux États insulaires du Pacifique Sud. Et puis évidemment, deux autres questions. La question du positionnement de la Corée à travers
cette stratégie vis-à-vis des Américains, vis-à-vis du Japon. Et je relève là aussi qu'il y a eu, dans le prolongement de ces premières annonces, la participation du président Yoon au sommet trilatéral, et qui avait en effet pour objectif de parvenir à une coordination renforcée avec Washington et Tokyo, notamment sur des sujets tels que la péninsule coréenne, Taïwan, mais également sur des enjeux économiques, et en particulier liés à la sécurité économique, qui est aussi une priorité japonaise. En matière régionale, sur comment intervenir ensemble dans la région du Mékong, dans le Pacifique Sud, etc. Et donc, question, ou pendant mes questions miroirs, c'est la stratégie vis-à-vis de la Chine et du positionnement vis-à-vis de la Chine, où là, je relève que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de mention spécifique de la Chine dans les annonces du président Yoon, mais vous avez vous-même repris plusieurs fois le terme d'inclusivité, d'inclusif, et donc je comprends que cette approche partenariale s'applique aux pays de l'Indo-Pacifique et à la Chine y compris. Voilà pour mon premier point. Mon deuxième point, c'est qu'est-ce que nous dit cette stratégie et est-ce qu'il y a une singularité? Alors, vous avez énoncé une liste de principes sur lesquels je crois qu'on converge d'emblée. Le fait de défendre l'ordre international fondé sur le droit international public, sur les principes de la Charte des Nations Unies, et en particulier dans le contexte en effet de la guerre en Ukraine, où il y a eu une violation caractérisée en effet des principes d'intégrité territoriale, de souveraineté. La défense du système multilatéral. Vous avez parlé de liberté, le terme m'intéresse. Qu'est-ce que ce terme recouvre? Est-ce que c'est simplement le rule-based order et en effet la défense du droit international public, et c'est un peu l'association que vous avez faite? Est-ce que ça va au-delà? Est-ce que ça rejoint parfois un clivage qui a été fait entre democracies versus autocracies, et qui n'est pas la même chose en effet que notre attachement commun au rule-based order, c'est-à-dire un ordre international fondé sur la règle de droit. Et puis également la recherche de la prospérité et l'attachement à la paix. Je crois que sur ces principes-là, en effet, nous convergeons. Ce qui est sans doute une des singularités, mais vous l'avez peu développé, mais je le mentionne, c'est évidemment le dossier nord-coréen. Et donc, ce qui sera très intéressant, et là, je dispose d'aucun élément à ce stade, mais c'est comment sera traitée la question nord-coréenne dans le cadre de cette stratégie. Et pour dire les choses de façon peut-être simpliste, mais est-ce qu'il y aura une tentation de voir en effet les problématiques de l'Indo-Pacifique à travers le prisme du traitement du dossier nord-coréen, ou est-ce qu'au contraire, cette stratégie indo-pacifique va être au contraire le signal que la Corée veut devenir une puissance au niveau régional, global, et va s'impliquer dans toute une série de problématiques qui dépassent en effet le traitement du dossier nord-coréen. Par exemple, si on prend la non-prolifération, de traiter également des problèmes de non-prolifération, mais au-delà de la péninsule coréenne et au niveau régional et global. Et vous avez donné quelques indications dans ce sens-là, il me semble, puisque vous avez signalé le souhait de la Corée de s'engager dans des problématiques de sécurité maritime, dans des problématiques liées au cyberespace. Et je rappelle que la Corée a contribué à la lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden, a également contribué à la surveillance dans le détroit d'Ormuz. Donc, il y a déjà beaucoup de contributions coréennes pour revendiquer en effet ce statut de puissance régionale et globale. Pour autant, évidemment, il est tout à fait je veux dire, il va de soi que le traitement nord-coréen a une place tout à fait singulière, parce que lui-même a aussi toute une série de conséquences au niveau régional et global. Et donc là, je vous laisserai peut-être développer, je pense que ça intéressera notre auditoire, mais je voulais rappeler qu'on est dans un contexte en effet particulier, avec une recrudescence des tensions
le fait qu'il y a eu vraiment une escalade dans les tirs de missiles qui est sans précédent depuis 2017 et 3 tirs de missiles balistiques intercontinentaux depuis le début de l'année et que à chaque fois, les Européens, la France également, comme membre permanent du Conseil de sécurité, ont rappelé leur très forte préoccupation et le fait qu'il s'agissait là de violations caractérisées des résolutions du Conseil national de sécurité, du Conseil de sécurité des Nations Unies, et marquer notre solidarité avec Séoul à ces occasions-là. Mon troisième point, c'est alors de m'engager dans cet exercice. Les convergences, alors je parlerai de convergences potentielles, puisque encore une fois, je ne dispose pas du document. Mais si vous me permettez, juste au préalable, pour que l'exercice ait du sens, de rappeler peut-être ce qui caractérise alors la stratégie française. J'imagine que vous l'avez parcouru, donc vous avez déjà une bonne notion de ce qui est le propre de l'approche française. Vous en avez rappelé un certain nombre de principes. Mais j'ai fait moi-même l'exercice en prenant mes fonctions pour essayer finalement de définir quelques critères et qui sont des critères structurants de l'approche française. Et je pense que c'est utile quand on s'engage dans cet exercice de mise en convergence. Le premier critère, c'est en effet de prévenir tout ce qui serait une tentation hégémonique de certaines grandes puissances dans la région, mais pour autant de ne pas contribuer à créer des coalitions contre ces éventuelles puissances hégémoniques. Bon, et pourquoi ne pas dire la Chine et donc, en effet, il y a cette idée de ne pas rechercher la confrontation avec la Chine, de ne pas s'engager dans des coalitions qui ont peut-être vocation à créer en effet une sorte de coalition anti-chinoise. Donc là, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est de s'engager dans des coopérations techniques avec des pays de l'Indo-Pacifique et qui contribuent à nous permettre et à leur permettre de façon partagée à développer ce que j'appellerais des instruments de souveraineté ou des outils de souveraineté et qui vont être au service de notre autonomie stratégique et donc du coup de notre résilience. C'est ce que parfois on a appelé approche coopérative ou approche multidimensionnelle, etc. Mais là, je veux souligner que ça va plus loin. Et que ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est cette notion de coopération technique. Ça peut être par exemple pour la pêche, lutter contre la pêche illégale, mais qui, à terme, et n'est pas avec un affichage politique. Quand on lutte contre la pêche illégale, on n'en fait pas, en effet, une fonction tribunicienne à un niveau politique, mais qui va rentrer dans le fait de développer un certain nombre de capacités qui vont, à terme, créer, en effet, des outils de souveraineté. Et donc, vous faites respecter, en effet, vos eaux territoriales, votre zone économique exclusive, etc. Et donc, on peut le faire pour d'autres domaines. Hein. Ça peut être dans le domaine du numérique, ça peut être dans le domaine même de la santé, etc. Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose de très important et qui, parfois, qu'on présente comme voilà, incarner, proposer un modèle alternatif parfois à ces grandes puissances qui auraient des tentations hégémoniques. Mais je préfère finalement la façon dont j'ai caractérisé ce critère-là. Et puis également, un troisième critère qui est le fait de mettre en place des coalitions ad hoc avec des pays de l'Indo-Pacifique ou entre d'ailleurs les pays de l'Indo-Pacifique, mais qui inclut des mécanismes, et c'est là où j'insiste, de coordination, consultation et qui sont modulables. Et c'est ça qui est important et qui sont différents de systèmes d'alliance qui, eux, reposent souvent sur un principe d'exclusivité. Et donc là, vous avez coalition ad hoc, modularité et en effet inclusivité. Et puis deux autres critères qui, à mon avis, traversent un peu les approches françaises, qui sont plus thématiques. Un premier qui est la connectivité. Et donc ça, et je crois que à ma connaissance, le président Yoon n'a pas mentionné le terme de connectivité. Là-dessus, je serais très intéressé d'avoir votre retour. Mais pour nous, c'est tout à fait, c'est fondateur, c'est structurant. La connectivité, c'est évidemment la connectivité maritime, aérienne, cyber. Et notre stratégie est articulée, en effet, à travers la défense des flux, en fait. Et quand on déploie des bâtiments de la Marine nationale
dans la zone, en mer de Chine méridionale ou dans le détroit de Taïwan, etc. L'objectif, comme vous le savez, c'est de faire respecter la liberté de navigation et de survol dans ces endroits comme partout ailleurs dans le monde. Et derrière, c'est en effet de garantir la possibilité et la liberté des flux et des échanges, et qui sont un enjeu absolument fondamental pour nous comme pour les autres pays de la zone. Donc la connectivité comme étant un critère structurant. Et dernier, c'est évidemment tout ce qui concerne la protection de l'environnement, de la biodiversité, de la gestion durable des océans. Mais j'ajoute tout de suite qu'à partir du moment où ça produit des effets normatifs qui sont en cohérence avec les instances multilatérales en charge de ces problématiques-là. Et donc là, il y a aussi dans notre approche, évidemment, le climat, la biodiversité, tout ça, mais toujours dans une approche normative. Car on sait très bien qu'aujourd'hui, on est confronté à la bataille des normes, des enjeux en termes de définition des cadres réglementaires, que l'Indo-Pacifique est une des régions du monde où ceci s'exprime de façon sans doute la plus aiguë. Et donc, il est pour nous très, très important, en effet, de travailler ensemble pour défendre, en effet, ces enjeux-là. Alors, sur cette base, quels pourraient être les éléments de convergence? Et là, avec prudence, j'en vais en mentionner quelques-uns, mais bon, il y a en effet cette notion de ne pas rechercher la confrontation avec la Chine. Je crois que pour nous, je rappelle toujours, c'est pas d'alignement avec Washington, pas des confrontations avec la Chine, mais pas d'équidistance non plus. Avec Washington. Donc la France, en effet, est un allié des Américains et en effet un membre qui défend le droit international public, les valeurs de droits de l'homme, d'état de droit, etc. Mais néanmoins, il y a cette idée, en effet. Alors pourquoi? C'est parce qu'on pense qu'on est plus efficace, en effet, en évitant ces situations de confrontation. Et donc tout ça nous amène à la question de comment est traitée la bipolarisation. Est-ce qu'il y a également cette optique de dépasser la bipolarisation, de dépasser tout ce qui est logique binaire, tout ce qui contribue à des constructions de sphères d'influence et qui peuvent mener en effet à des logiques de bloc à bloc. Et où là, nous avons le sentiment que dans ce cas-là, on risque en effet de perdre en efficacité et de ne pas avoir en effet cet espace suffisant pour construire un peu ces outils de souveraineté et ces coopérations techniques que j'évoquais tout à l'heure. Le deuxième, et donc ça, tout ça va poser en effet la question de savoir comment vous vous positionnez vis-à-vis de certaines alliances, vis-à-vis de certaines coalitions ad hoc, qu'il s'agisse d'AUKUS, du Quad, du PBP, Partnership in the Blue Pacific, pour ceux qui n'auraient pas encore la connaissance directe de l'acronyme. Voilà, donc ça, évidemment, pour le moment, je crois qu'il y a quelques éléments de réponse, mais que ce n'est pas encore complètement consolidé. Deuxième domaine de convergence, clairement, c'est de travailler plus ensemble en ASEAN et dans le Pacifique Sud. Alors, dans l'ASEAN, ça, je crois qu'on se rejoint complètement sur cette notion de centralité de l'ASEAN. Et vous savez que nous sommes devenus partenaires de développement de l'ASEAN depuis plus de 2 ans, je crois maintenant. On vient de signer un plan d'action qui traite du climat, de la pollution de l'air, de la santé. On est également candidat pour rejoindre l'ADMM+, donc qui est ce format qui réunit les ministres de la Défense de l'ASEAN et avec un certain nombre de pays partenaires. Et nous souhaitons rentrer dans 2 groupes de travail sur la sécurité maritime, sur les OMP, les opérations de maintien de la paix, et où on pense que la France a évidemment une véritable valeur ajoutée, et qui s'inscrit dans notre souhait de nous rapprocher des structures de défense de l'ASEAN, de la même manière que l'Union européenne est devenue partenaire stratégique aussi de l'ASEAN et a vocation à participer à un certain nombre d'événements à haut niveau. Donc je crois qu'en effet, il est important que nos ambassades dans les pays ASEAN, elles ont déjà engagé cet exercice, mais qu'elles le reprennent grâce au fait que votre stratégie va être rendue publique avec encore plus d'engagement pour aboutir en effet à définir une feuille de route partagée sur comment on travaille ensemble dans l'ASEAN. Également dans le Pacifique, et là je crois qu'il y a des choses qui se développent. En effet, bon, on dit que c'est de nouveaux grands jeux, etc., ce qui n'est pas complètement dénué de fondement. Mais clairement, il y a en tout cas une volonté de beaucoup de pays d'être plus présents, de renforcer leur présence dans le Pacifique. Et la Corée est un de ces pays. J'ai vu là récemment avec intérêt qu'il y avait eu
je crois, la 5e réunion ministérielle de la Corée avec certains pays du Pacifique, mais qui a surtout la volonté d'élargir le format et maintenant d'y intégrer tous les pays du FIP. Donc le FIP, c'est le Forum pour l'Indo-Pacifique, qui inclut la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Et puis, je crois peut-être à terme même de tenir un sommet avec tous ces pays. Et donc là, je crois qu'il y a en effet matière à ce que vraiment on travaille très étroitement ensemble, puisque vous l'avez rappelé, nous sommes un pays, en effet, à travers notre territoire, qui est évidemment très présent dans le Pacifique. Autre peut-être sujet qui doit nous amener à travailler davantage ensemble, c'est en effet tout ce qui concerne la technologie, l'innovation, les technologies émergentes. Donc, la 5G, l'intelligence artificielle, les technologies quantiques, où là, l'enjeu est vraiment de nature normative et je pense qu'il faut absolument qu'on renforce notre coordination dans les enceintes pertinentes parce qu'on a des modèles quand même qui sont assez exclusifs et il y a en effet dans les problèmes de gouvernance du cyber un modèle chinois, il y a un modèle américain et nous pensons, nous Européens, je dis, qu'on a intérêt aussi à œuvrer pour que ces cadres réglementaires nous garantissent justement un certain degré d'autonomie stratégique sur ces technologies qui sont tout à fait déterminantes pour la suite. Donc voilà, le point sur lequel j'insiste, c'est qu'on se rejoint sur quand même pas mal de sujets. On a même un attachement au droit international public. Je crois qu'on refuse pareillement les logiques de bloc, même engagement en faveur du multilatéralisme, de l'autonomie stratégique. Et je crois qu'on peut ensemble devenir non seulement encore plus un pourvoyeur de sécurité pour l'Indo-Pacifique, mais également un pourvoyeur de souveraineté. Et ça, c'est un élément très important. Merci. Et probablement de prospérité également. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, avant de te céder la parole, Barthélémy, si tu permets, je vais laisser monsieur Lim répondre aux questions que vous lui avez posées, monsieur. Moi, j'ai retenu 5 questions. La question du périmètre de votre stratégie Indo-Pacifique, la question de votre stratégie vis-à-vis de vos alliés, si je peux me permettre le terme, Europe, Japon et des coopérations possibles, mais aussi de la stratégie vis-à-vis de la Chine, avec ce concept d'inclusivité, peut-être de partenariat. La quatrième question, des principes que vous défendez, et en particulier de ce que vous entendez par liberté, quand vous parlez de ce principe-là. Et enfin, dernière question, la question de votre positionnement sur des problématiques coréennes ou au contraire ouvertes sur la région et le reste du monde. Est-ce que vous voulez que je répète? Je vous suis pour les questions, comme ça je vous les répéterai au fur et à mesure. Merci. Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Premièrement, oui, on n'a pas encore publié notre rapport sur la stratégie Indo-Pacifique. C'est juste des éléments clés que notre président a dévoilés pendant le sommet d'ASEAN. Et nous sommes en train de finaliser notre rapport et j'espère bien le but est de publier ça avant la fin de l'année, avant Noël, j'espère. Et voilà, et c'est ça, c'est pour ça qu'on n'a pas en papier sur nous ici la stratégie Indo-Pacifique de la Corée. Mais les points clés sont déjà annoncés et aussi le périmètre aussi, on a déjà parlé un peu sur le périmètre et nous n'allons pas faire une démarcation délignée comme ça. Alors, un tel pays, et tu es ici et toi, tu n'es pas ici. On ne va pas faire comme ça, mais on va juste accentuer que ça va être notre regard, ça va être plus régional. Alors, ça va inclure, bien sûr, ASEAN, Inde et aussi les autres pays de l'Asie du Sud, bien sûr, le Pacifique du Sud. Et aussi, nous sommes très, comment dire, nous considérons très positivement d'inclure l'Afrique aussi, la côte Est surtout parce que nous parlons de l'océan Indien et voilà, l'Afrique est toujours là. Alors,
Et deuxièmement, vous avez parlé un peu de la politique du gouvernement avant de notre politique de NSP, New Southern Policy. Alors, par rapport à cette politique de New Southern Policy, notre stratégie Indo-Pacifique, ça va, bien sûr, ça va inclure tout ce qu'on a déjà fait avant dans notre gouvernement. On ne peut pas enlever ce qu'on a déjà fait, c'est déjà là. Mais on va continuer, ça va être en continuation de notre politique qui attache vraiment beaucoup d'importance sur la relation entre la Corée et ASEAN, et la centralité d'ASEAN va être un des plus importants éléments de notre stratégie indo-pacifique. Et nous avons déjà expliqué pendant le sommet de ASEAN-Corée que la plus importante différence entre la politique d'hier et cette stratégie est que nous allons approfondir notre coopération dans tous les domaines avec les pays d'ASEAN. Et troisièmement, oui, il y avait aussi le sommet entre la Corée, le Japon et les États-Unis pendant le sommet d'ASEAN, le G20. Et cette coopération trilatérale, c'était toujours en place depuis les années 90, 85, 6. Et ça va être dans notre stratégie Indo-Pacifique, on va inclure tous des autres mécanismes de consultation, non seulement le trilatéral entre les trois pays, mais on va essayer de peut-être créer des autres groupes de consultation. Mais ces groupes, ça ne va pas, comme je dis, viser un tel pays ou exclure un tel pays, ça va être ouvert, mais juste, on veut vraiment travailler ensemble avec tous les pays qui sont intéressés à travailler avec nous pour atteindre les trois visions dont je viens d'élaborer, la liberté, la prospérité et la paix. Alors, la Chine, oui, bien évidemment, la Chine, elle est juste là, c'est notre voisin. La Chine était notre voisin pendant 5000 ans hein, et ça va durer comme ça. Et bien sûr, la Chine est vraiment très importante. Nous avons une relation très étroite, surtout économique avec la Chine. Et en fait, notre président a eu un sommet avec le président chinois pendant les sommets. Et nous avons offert à la Chine de travailler, coopérer ensemble. Nous avons expliqué ce que nous voulons faire, les trois visions, la liberté, la prospérité et la paix. Et nous avons accentué que c'est très important que d'avoir la coopération de la Chine aussi pour réaliser ces buts. Voilà. Alors, c'est pour ça que nous sommes ouverts et que le principe d'inclusivité est un des principes que nous avons inclus dans notre stratégie. Et quoi d'autre? Oui, la liberté. Oui, la liberté, disons, c'est vraiment c'est la valeur universelle. Bien sûr, la liberté, il y a la liberté, il y a le respect des droits de l'homme, il y a le respect des règlements de loi, l'état de droit, de loi, et la démocratie aussi. Eh bien, et c'est pas, et je veux accentuer que c'est quelque chose d'universel. C'est pas quelque chose qui appartient à telle région ou en Europe ou quelque part d'autre. Mais bien sûr, c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous pensons que c'est très important que tous les partenaires, tous les pays travaillent ensemble pour promouvoir ces valeurs. Et d'ailleurs, c'est l'orientation principale de notre nouveau gouvernement. Nous avons cette initiative qui s'appelle Global Pivotal State. Et ça veut dire que nous voulons faire, très simplement dit, nous voulons contribuer beaucoup plus au-delà de notre région immédiate, l'Asie Nord-Est.
OK. Et c'était quoi la dernière? J'ai manqué quelque chose? La dernière, c'était le positionnement de la Oui. vers des problématiques coréennes ou au contraire ouverte sur le reste du monde. Problématique coréenne, ça peut-être le grand problème, le plus grand défi coréen, c'est bien évidemment, c'est notre voisin au nord, la menace nucléaire venant de la Corée du Nord. Et ça, c'est vraiment très inquiétant. Et vous avez vu, vous avez lu dans les journaux, et ils tirent des missiles presque tous les jours maintenant. Et vraiment, c'est c'est pour nous. Vraiment, c'est la vie quotidienne. Nous vivons là-bas avec la Corée du Nord. Et on peut dire que peut-être nous sommes un peu accoutumés d'être là-bas avec la Corée du Nord, mais cette fois-ci, c'est différent parce qu'ils menacent de non seulement tirer des missiles, mais utiliser les armes nucléaires contre nous. Et c'est très, très inquiétant. Et alors, nous avons déjà mis en place notre stratégie traiter le dossier de la Corée du Nord. Ça s'appelle Odysseus Initiative. Et donc, nous avons cette politique spécifique pour la Corée du Nord. Mais de notre côté, nous sommes en train de finaliser notre stratégie Indo-Pacifique. Alors, c'est quoi la relation entre les deux? Ben, je peux dire que la stratégie Indo-Pacifique, c'est plutôt l'accent est sur notre rôle au-delà de notre péninsule coréenne. Alors, une fois que le rapport est sorti, il y aura une partie, bien sûr, sur la Corée du Nord et l'Asie Nord-Est, mais ça va couvrir beaucoup plus des autres régions, à part l'Asie Nord-Est, par exemple, ASEAN, Indo-Pacifique, Pacifique du Sud, et bien sûr, comme je venais de dire, même l'Afrique, l'océan Indien de l'Afrique. Et en fait, quand notre équipe était en pleine discussion de quoi inclure dans notre stratégie, il y avait des gens qui disaient non, mais puisque nous sommes à l'Asie Nord-Est, le plus important est d'inclure notre politique envers la Corée du Nord et bien sûr notre politique vis-à-vis la Chine, même, pourquoi pas Japon. Mais si on met tout ça, ça ne va pas être une stratégie Indo-Pacifique, ça va être une stratégie de tout. Alors, vous voyez? Alors, c'est pour ça que nous avons fait un peu la différence entre la stratégie Indo-Pacifique et la stratégie de la Corée du Nord. Merci beaucoup, c'était très clair, Monsieur Lim. J'ai juste une petite question à vous poser. Lorsque le document sort, j'imagine qu'il va être traduit. Dans quelle langue sera-t-il traduit, si vous le savez d'ores et déjà? Oui, bien sûr, ça va être premièrement en coréen et nous allons le traduire en anglais et pourquoi pas en français, pourquoi pas. Et, Je pensais mais au chinois. Vous traduirez en chinois ou pas? chinois, non, il n'y a pas. Non, On est preneur de la traduction chinois, non, non. française. On n'a pas prévu à traduire en chinois. Mais en fait, ça va être à la fois en coréen, en anglais. Mais je vais peut-être, quand je suis de retour, je vais faire une recommandation. Pourquoi pas en français aussi? Exactement, on apprécierait beaucoup. Barthélémy, je reviens vers toi tout de suite, peut-être pour te questionner en réaction aux deux interventions qu'on vient d'entendre. Il a été beaucoup question de vision partagée. Le titre de la conférence, c'était Ambition convergente. Qu'en penses-tu? Quelle analyse fais-tu de ces positionnements indo-pacifiques de nos deux pays? Merci beaucoup Sylvie et bonsoir à tous.
c'est effectivement un rôle un petit peu ingrat et gratifiant à la fois d'être le dernier à intervenir. Ingrat d'abord parce que vous êtes pressé de voir la France en découdre avec l'Australie, c'est la petite vengeance d'Aucus, hein, donc on est là aussi pour profiter, pour profiter voilà, de cette extension, on va dire, du domaine de la lutte dans l'Indo-Pacifique. Et puis ingrat également parce que tant de choses passionnantes ont été dites qu'il est difficile d'ajouter un certain nombre d'éléments savants et d'apporter, je dirais, des points supplémentaires. Mais c'est également gratifiant, précisément parce que tout ce qui a été dit est source d'inspiration et va, je l'espère, me permettre de pouvoir lancer la réflexion, et notamment avec mes collègues et amis coréens. Et gratifiant, je dirais, d'autant plus que c'est un pays que je connais et apprécie tout particulièrement. Je vous l'expliquais, Monsieur Lin, tout à l'heure, j'ai eu la chance d'y vivre et d'y enseigner pendant plusieurs années. Et donc, c'est toujours un plaisir que de pouvoir à nouveau y retourner, me pencher sur ce pays et travailler avec mes collègues coréens sur ces points de convergence et notamment sur l'Indo-Pacifique. Et d'ailleurs, il est tout à fait intéressant de voir, alors d'abord, en ma qualité de directeur de recherche de l'IRIS, je me réjouis évidemment de voir notre institut est une plateforme de dialogue sur cette question qui est, d'une certaine manière, cette nouvelle grammaire des relations internationales qui s'impose désormais pour toutes les grandes puissances et notamment la France. Donc, c'est évidemment un honneur de vous recevoir et de recevoir l'ambassadeur à Binsour pour pouvoir en discuter. Mais accessoirement, il se trouve qu'au cours des derniers mois, j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec des membres de votre ministère, dont d'ailleurs une délégation s'était rendue ici en France, et j'avais rencontré plusieurs membres de votre ministère il y a pas plus tard que 3 semaines, hein, donc très très récemment, pour évoquer précisément ces questions et déjà à l'époque analyser les points de convergence. Donc il y a certaines des choses que vous nous avez dévoilées ce soir, dont j'avais eu déjà certains points d'information lors de ces échanges. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de m'entretenir assez longuement avec plusieurs collègues à la fois universitaires et dans les think tanks coréens, là aussi de ces différents points de convergence au cours des derniers mois. Donc voilà, il y a un travail de fond qui se fait également et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et ce travail de fond, je pense, témoigne non seulement de notre vision partagée de cet Indo-Pacifique et des enjeux qui y sont associés, mais aussi de la nécessité, et l'un et l'autre, vous l'avez d'ailleurs rappelé, de sortir de ce binarisme et de cette logique un petit peu de guerre froide qui ne nous convient pas, ou en tout cas qui ne répond pas ni à notre vision de l'Indo-Pacifique et encore moins à nos intérêts dans cette région. Donc, il est tout à fait intéressant de voir que la France et la Corée du Sud s'engagent d'une certaine manière dans cette vocation à être plutôt un arbitre des puissances à la fois régionales et internationales dans cette région, et certainement pas comme un acteur, je dirais, parti pris qui va identifier des partenaires autant que des adversaires potentiels. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pu relever dans les échanges avec un certain nombre de collègues coréens et que je me réjouis d'entendre encore ce soir de votre part. Alors, la première chose qui m'interpelle en écoutant votre présentation et qui me ramène évidemment à cet intérêt pour la Corée que j'entretiens depuis maintenant plusieurs années, c'est l'affirmation de puissance de votre pays, qui se retrouve notamment par le biais de ce phénomène Hallyu, de cette vague coréenne et de ce soft power coréen qui désormais gagne le monde entier, y compris les rivages européens. Donc il est tout à fait intéressant de voir à quel point votre pays est aujourd'hui clairement identifié comme une puissance à vocation notamment culturelle, mais pas que, je vais y revenir. Et puis on voit également sur le terrain économique bien sûr, mais aussi sur le terrain politique, la Corée du Sud devenir une puissance mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait intéressant et que l'on retrouve dans vos propos. Vous avez notamment évoqué ce souhait de sortir d'une certaine manière de l'ornière de la péninsule et de cette conflictualité avec la Corée du Nord qui j'ai envie de dire, empoisonne un petit peu la Corée du Sud et la vision de la Corée du Sud sur la scène internationale. Et d'ailleurs, Sylvie, tu rappelais tout à l'heure, et je trouvais ça très intéressant, le caractère presque insulaire de la Corée du Sud, du fait précisément de cette frontière singulière, on va dire, avec ce turbulent voisin du Nord. Et donc, il est tout à fait intéressant de voir que, au fur et à mesure de son développement économique, de son affirmation également de puissance sur la scène culturelle et en direction des pays de l'ASEAN en particulier, la Corée du Sud s'affirme
comme un acteur qui ne veut plus être prisonnier de cette relation avec la Corée du Nord et qui désormais a une vocation beaucoup plus universelle, ou en tout cas à échelle régionale et régionale élargie en l'occurrence. Cela est évidemment aussi le résultat de l'expérience politique de la Corée du Sud et cette démocratisation qui a conduit ce pays vers ce système qui est le sien aujourd'hui et qui évidemment est un système à la fois tout à fait honorable, mais qui malheureusement est un système assez isolé sur la scène asiatique et dans cet espace indo-pacifique, et on ne peut évidemment que le déplorer. Et je pense qu'on rejoint ici vos propos sur la liberté, sur la mise en avant des droits de l'homme et de libertés fondamentales dans les systèmes qui sont ceux des démocraties. Mais ce qui est très intéressant avec cette démocratisation de la Corée, c'est que ce fut effectivement aussi progressivement l'occasion de redéfinir la Corée du Sud sur la scène à la fois régionale et internationale, dans sa relation avec la Chine, alors ce voisin de 5000 ans, vous l'avez dit, et qui le restera pendant encore pas mal de temps, sauf s'il y a une dérive continentale qui, a priori, n'arrivera pas. Je ne sais pas, en revanche, si la proximité avec la Corée du Nord sera aussi longue qu'avec la Chine. Ça, l'avenir nous le dira, c'est une autre question. Mais vous avez assez peu évoqué, en revanche, la relation avec le Japon, qui est évidemment au cœur également de cette affirmation de puissance coréenne, tant économiquement que politiquement, une relation qui est parfois difficile, notamment quand on s'attache aux questions mémorielles qui sont au cœur de très très nombreux différends entre vos deux pays. Et il est tout à fait intéressant pour nous, observateurs étrangers, de constater à quel point la convergence de systèmes politiques et de ces deux démocraties ne se traduit pas nécessairement par un rapprochement sur les objectifs à la fois politiques et stratégiques dans la région. Et malgré tout, la rivalité reste là, ou l'animosité, même à certains égards, reste là entre vos deux peuples. Alors, on peut le déplorer, mais c'est un fait avec lequel nous devons nous accommoder et qui surtout nous apporte un certain nombre d'enseignements sur effectivement cette affirmation, j'y reviens, de puissance de la Corée du Sud, qui se fait non seulement face à des systèmes politiques qui lui sont hostiles, la Corée du Nord en tête, mais aussi à des puissances identifiées comme potentiellement rivales, y compris quand ce sont par ailleurs des démocraties, voire même des partenaires, et c'est le cas du Japon. Et cette affirmation de puissance, elle se fait d'abord en Asie du Nord-Est, hein, vous avez évoqué donc cet espace qui est le voisinage immédiat de la Corée du Sud, mais elle se fait aujourd'hui, et on l'accueille évidemment favorablement, à une échelle beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, dont nous l'avons compris, les contours ne sont pas clairement, et c'est une volonté de votre gouvernement, très clairement identifié, mais qui, on le comprend, je dirais, s'adapte à cette nouvelle grammaire des relations internationales et à cette volonté donc d'être présent tout simplement dans cet espace à la fois important économiquement, humainement et bien évidemment politique, au niveau politique et stratégique. La deuxième chose qui m'interpelle dans votre propos, et vous avez d'ailleurs commencé par cela, c'est l'inspiration française. Alors, comme je l'ai dit, j'ai eu moi-même l'occasion d'échanger longuement avec des collègues coréens et cela témoigne d'une certaine manière de l'intérêt pour nos propres réflexions sur l'Indo-Pacifique, nos critiques aussi, hein, puisque critiques il y a bien évidemment, notamment des définitions réelles de notre engagement. Est-ce que c'est plutôt stratégique? Est-ce que c'est plutôt économique? Est-ce que c'est plutôt humain? Est-ce que c'est plutôt lié aux questions environnementales? Enfin, c'est bien d'être inclusif et de mettre tout cela dans la même stratégie, mais est-ce qu'il n'y a pas malgré tout des priorités? Ces priorités, il y a, et cela nous conduit évidemment à porter parfois un regard un petit peu critique ou plus incisif sur ces différentes stratégies. Et j'ai pu constater à quel point les experts coréens partagent cette critique, ou en tout cas ce regard un petit peu plus acerbe sur ces stratégies. Mais on sent effectivement cette inspiration qui est, à mon sens, liée non pas à une forme de francophilie particulière en Corée, même si on sait l'amitié entre nos deux peuples, mais qui est, je pense, davantage liée à une véritable convergence d'intérêts. Et il est tout à fait intéressant, je trouve, de mettre en avant ces intérêts, qui sont d'abord les intérêts de puissances qui pèsent sur la scène internationale, mais qui ne sont pas des grandes puissances ou qui n'appartiennent pas aujourd'hui au cercle de ces très, très grandes puissances, notamment Chine et États-Unis. On retrouve également cette convergence d'intérêts dans le fait que nous avons
une relation qu'on va qualifier de particulière avec ces deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis, une convergence de valeurs évidemment avec les États-Unis, mais la volonté de ne surtout pas créer de conflictualité avec la Chine, et l'ambassadeur Abensour l'a bien rappelé, enfin, cette volonté de la France de ne pas désigner la Chine comme un ennemi et donc d'entrer dans une logique de bipolarité, c'est quelque chose, enfin c'est un intérêt que nous partageons très clairement avec la Corée et qui ne date pas d'hier. Alors ça ne remonte peut-être pas à 5000 ans dans le cas de votre pays, mais il est certain qu'au cours des dernières années, nous avons vu la Corée du Sud chercher précisément à ne pas entrer dans cette conflictualité et donc partager d'une certaine manière cette vision un petit peu modérée, je dirais, qui est celle de la France. Et donc, nous comprenons quand nous parlons effectivement à ces grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine, et nous comprenons dans la volonté de ne pas entrer dans ce jeu d'une rivalité qui pourrait devenir à terme extrêmement délétère. L'influence de la France, elle se retrouve aussi, je pense, dans cette volonté d'identifier plusieurs échelles dans cet Indo-Pacifique. Et je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, la Corée du Sud est surtout aujourd'hui identifiée sur la scène internationale comme une puissance culturelle, comme un pays qui compte, comme un pays qui fascine notamment les jeunes générations. Et c'est quelque chose qui, là aussi, nous rapproche et nous fait nous ressembler. Vous savez, évidemment, l'attachement que la France accorde aux relations culturelles, et cela est évidemment inscrit aussi dans cette stratégie indo-pacifique, et c'est quelque chose qui, à certains égards, nous distingue de certains de nos partenaires ou d'autres puissances qui n'ont peut-être pas mis autant l'accent sur cette dimension qu'on qualifiera d'humaine ou de relation humaine au sens le plus large du terme, et c'est quelque chose qui, je pense, fait effectivement de nos deux pays des partenaires presque naturels sur notre vision de l'Indo-Pacifique. Alors, je me permettrai maintenant de mettre en avant un certain nombre de points, alors certainement pas provocateurs, ce n'est pas l'objet ici, mais qui sont peut-être des limites dans cette convergence. D'abord, vous l'avez mentionné, et l'ambassadeur Abensour l'a mentionné également, cette singularité qui est celle de votre relation avec le Nord, avec la Corée du Nord, bien évidemment. Votre pays a cette particularité d'avoir un ennemi dans la région. Et un ennemi avec lequel, je le rappelle, vous êtes toujours officiellement en guerre, puisque aucun traité de paix n'a malheureusement à ce jour été signé en dépit des nombreux efforts, notamment du cabinet de M. Moon Jae-in, votre ancien président. Et c'est évidemment quelque chose avec lequel il va falloir s'adapter. Et donc, comment trouver des points de convergence dès lors que il y a effectivement cette relation tout à fait particulière. Nous avons des inquiétudes qui sont liées à la fois au régime nord-coréen, à la violation des différents régimes de non-prolifération, mais aussi aux menaces que ce pays fait peser sur son voisinage. Mais évidemment, la Corée du Nord n'est pas un ennemi de la France. Et puis, par ailleurs, la France n'a pas d'ennemis dans la région. Même l'Australie n'est pas un ennemi de la France, vous l'avez compris. Puis une fois qu'on les aura battus en foot, non, mais justement, on va régler la question ce soir. Et puis comme ça, ce sera enterré. Mais il y a évidemment cette question qui est de savoir quel doit être notre positionnement, et puis surtout, de votre côté, quelle est votre attente vis-à-vis de ce partenaire que vous identifiez, en l'occurrence la France, vis-à-vis de ce conflit nord-coréen. Au-delà, j'ai envie de dire, des fondamentaux. Donc oui, la condamnation du régime, la condamnation de la violation d'un certain nombre d'engagements au regard du droit international, tout ça, ça va évidemment rester, peut-être pendant 5000 ans, on le souhaite. Mais ce qui est certain, c'est qu'au-delà de ça, quel engagement concret attendez-vous de la France sur cette question qui reste malgré tout extrêmement préoccupante, malgré la volonté de sortir un petit peu de cette ornière, comme je le disais précédemment. La deuxième chose, qui est peut-être plus provocante encore, la Corée du Sud a cet immense mérite d'être un régime démocratique, et je l'ai dit, peut-être malheureusement trop isolé dans cet espace qu'est l'Indo-Pacifique. Cependant, il y a un certain nombre de questionnements qui y sont associés. L'une des principales vertus de votre système politique est le fait d'avoir un mandat présidentiel de 5 ans non renouvelable. Cela s'accompagne également d'avatars, puisqu'on a pu constater au cours des dernières années, des 2 dernières décennies, si je résume, des changements politiques parfois très nets d'une administration à l'autre. Et
vous savez bien mieux que moi que votre actuel président, M. Yoon Suk-yeol, semble avoir un positionnement très différent de son prédécesseur, M. Moon Jae-in, et le fait qu'ils appartiennent à des partis politiques, je crois, ne suffit pas d'ailleurs à résumer les différences de vision qu'ils peuvent avoir, notamment vis-à-vis de la Corée du Nord. Et on a vu la relation se durcir très clairement depuis l'arrivée au pouvoir de M. Yoon Suk-yeol. Je le rappelle pour l'auditoire ici, en mars dernier, donc une présidence qui est récente. Alors, évidemment, on a pu voir dans votre présentation à quel point un enjeu comme l'Indo-Pacifique dépasse les clivages politiques et dépasse les positionnements de vos différents présidents et de vos cabinets. Et c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait louable. Cependant, dans les faits, on voit évidemment une attitude qui peut être différente et puis peut-être même certaines priorités qui vont changer. Et depuis la France et depuis le regard du modeste expert que je suis de ces questions intercoréennes, l'une des interrogations, voire des inquiétudes depuis ce changement de cabinet a été celui de voir la Corée du Sud adopter une attitude pas uniquement plus hostile vis-à-vis de la Corée du Nord, mais surtout beaucoup plus alignée sur celle de Washington. Et je ne vous cache pas que tout au long du printemps, une des grandes questions ici en France était de savoir si la Corée du Sud allait rejoindre le Quad. Et je ne vous cache pas non plus que cette question reste encore posée, elle est encore sur la table, en dépit évidemment de cette inclusivité que vous mettez en avant et qui est tout à fait louable. Donc voilà, questionnement par rapport à cette méthode et puis questionnement aussi et surtout par rapport à la pérennité de ces politiques, puisqu'on a pu voir à quel point une politique chasse l'autre et un gouvernement va chasser le précédent. Et c'est quelque chose qui doit nous interroger dans la mise en place d'un partenariat qui va être un partenariat durable. Je reviens encore sur votre temporalité qui séduit beaucoup, les 5000 ans. Donc on espère évidemment partir sur des convergences de vues qui vont s'inscrire dans la durée, mais qui effectivement restent un petit peu liées malgré tout à ces agendas politiques et à ces expériences qui peuvent être un petit peu difficiles parfois à gérer. Alors, en guise de conclusion, puisque je ne veux pas non plus parler trop longtemps, je rappellerai simplement que comme je le disais précédemment, j'ai eu le plaisir de vivre en Corée pendant plusieurs années et j'ai notamment eu l'occasion de vivre une période politique tout à fait intéressante puisque j'étais arrivé à la fin du mandat de M. Lee Myung-bak, donc j'ai pu suivre aussi une partie du mandat de Mme Park Geun-hye. Et puis, quand j'ai quitté la Corée, c'était le moment où ça devenait un petit peu difficile, avec notamment de nombreux scandales et puis des manifestations très, très importantes. Et je dirais que ce qui m'intéresse beaucoup, et peut-être plus que la vie politique coréenne, c'est le regard que portent les Coréens sur leurs dirigeants politiques. Et en guise de conclusion, je me permettrai donc de vous poser une question qui est tout simplement de savoir quel regard, à votre avis, les Coréens et notamment les jeunes Coréens portent sur l'Indo-Pacifique. Est-ce que c'est quelque chose qui va être un petit peu leur vision des relations internationales et de la place de la Corée sur la scène internationale, là où, on l'avait vu dans les générations précédentes, la Corée du Nord était l'obsession, était évidemment la priorité absolue, et là où les générations à laquelle vous appartenez, à laquelle j'appartiens, sont davantage liées à cet équilibre entre Chine et États-Unis, et puis ce lien particulier avec le Japon. Est-ce que, selon vous, ces jeunes générations adhèrent d'une certaine manière à cette volonté de la Corée du Sud de devenir un vrai acteur dans l'Indo-Pacifique? Et si oui, comment se voient-ils et comment voient-ils leur pays dans cet espace? Voilà, je me permets de conclure là-dessus. Merci. Merci Barthélémy. Monsieur Lim, je vais vous laisser répondre et puis nous prendrons des questions de la salle. Et, merci pour ces questions. Merci pour votre intervention. OK, alors je vais essayer de parler brièvement parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, juste 20 minutes jusqu'à le match. Alors, mais premièrement, alors sur la Corée du Nord, bien sûr, la France joue un rôle très important pour nous. Nous voyons que la France était toujours à côté de nous quand il y avait des
des provocations et des tensions venant de la Corée du Nord. C'est pas la première fois. Et c'est vraiment un cycle que vous savez, il y a des provocations et à un moment donné, ça transforme dans une phase de dialogue et après, il y a des provocations aussi. Mais la France a toujours été de côté de nous, surtout en tant que membre du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Le rôle de la France est très important. Et bien sûr, ces jours-ci aussi, comme je vous ai expliqué, la provocation venant de la Corée du Nord il n'y a pas de précédent. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas pu constater. C'est une nouvelle chose avec tous ces tirs de missiles balistiques et aussi cette menace d'avoir notre essai nucléaire, le 7e essai. Alors, c'est très important que tous les pays du monde soient être unis contre les provocations venant de la Corée du Nord. Mais le problème est qu'il n'y a pas beaucoup des options pour résoudre ce problème. Parce qu'avoir une autre guerre sur la péninsule, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réfléchir, hein. C'est hors de question. Alors, c'est ça le problème avec cette question venant de la Corée du Nord. Et oui, deuxièmement, oui, le domaine culturel, c'est très important. Oui, je suis totalement d'accord avec vous que nous devons travailler ensemble dans la région Indo-Pacifique, surtout le plan culturel. La France est vraiment très, très connue. D'ailleurs, moi, j'étais en Afrique pour 2 fois, en RDC et aussi à Madagascar, et j'ai constaté comment la culture française c'est très important dans votre politique de relations internationales avec les autres pays. Et les jeunes, oui, Qu'est-ce que les jeunes pensent? Moi, je ne suis pas jeune, alors je dois aussi je dois poser cette question aux jeunes coréens. Mais j'imagine que quand j'étais à Madagascar, en tant qu'ambassadeur coréen à Madagascar, j'étais un peu étonné parce qu'il y avait beaucoup de jeunes coréens qui s'inscrivaient à notre compte de YouTube d'ambassade de Corée à Madagascar. Et ils suivaient les nouvelles, ce qui se passe à Madagascar, ce que l'ambassade de Corée fait à Madagascar. C'est un peu bizarre, vous voyez. Mais alors, je crois que ça veut dire que les jeunes, vraiment, ils regardent au-delà de la péninsule coréenne. Nous sommes une génération qui était vraiment trop occupée avec des affaires, des choses qui est très immédiat dans notre voisinage. Mais les jeunes, je crois que maintenant, ils sont peut-être plus matures que nous. Ils sont plus à l'aise, je crois, et ils ont plus donc confiance pour voir ce qui se passe au-delà de notre voisinage, même jusqu'à Madagascar. Merci beaucoup. Vous me direz, votre voisin joue tellement toujours la même partition qu'ils ont peut-être besoin de se divertir en allant regarder ailleurs, non? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur. En fait, j'en ai plusieurs, mais je vais essayer d'être assez rapide. Il y a 2 choses qui m'ont interpellé dans ce que vous avez dit, monsieur Lim. Justement, le fait que la France et l'Union européenne sont des partenaires de premier plan de coopération. Et je rebondis sur ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur, notamment en matière de connectivité. Est-ce que, à l'avenir, vous pensez peut-être être associé à des projets justement du Global Gateway Initiative, par exemple? Ensuite, je voulais savoir aussi, est-ce que la Corée du Sud a pour vocation d'être une puissance d'équilibre, équilibre au pluriel,
dans la région Indo-Pacifique, donc comme la France l'a rappelé dans la revue nationale stratégique il y a 2 semaines. Et une dernière question, vous avez parlé de fracture numérique aussi, mais également de renforcer la sécurité et agir pour la paix. Et je voulais savoir, en matière de coopération opérationnelle, dans quelle mesure la Corée du Sud compte travailler avec la France justement sur ce sujet-là, notamment dans tout ce qui est cyber ou autre. En fait, dans la coopération opérationnelle, maintenant, on appelle ça multimilieu et multichamp, M2MC. Voilà. Et savoir aussi une dernière chose, est-ce que la modernisation de la défense engagée, de l'outil de défense engagé sous le président Moon va continuer justement sous l'administration Yoon? Je vous remercie. Merci. Alors, vous, très clairement, vous n'aimez pas le foot et vous avez peur de vous ennuyer ce soir, hein. Je vais prendre 4-5 questions et puis on fera un tour de table justement pour y répondre. Alors, moi, je suis Alexandra Labande d'Expertise France et je travaille pour un projet qui s'appelle ESIWA, donc Enhancing Security in and with Asia. Et en fait, je me posais la question de savoir, parce qu'en fait, c'est justement un projet de coopération sur la sécurité donc en Asie qui couvre évidemment la Corée du Sud. Et je me posais la question de savoir si vous aviez quelque chose de similaire avec les États-Unis qui étaient engagés, parce qu'en fait, dans nos angles de travail, on a la cybersécurité, évidemment, et la sécurité maritime. Et donc, je voulais savoir s'il y avait d'autres dispositifs sur lesquels dont on pouvait s'inspirer, en fait, dans le rapprochement de la Corée et de l'Union européenne, et évidemment, in fine, de la France. Merci. Et j'avais une autre question, monsieur. Voilà, je vais prendre la question de monsieur. Bonsoir, merci pour vos interventions. William Jean Robin de l'École de guerre économique. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit concernant, Monsieur Lim, l'alliance millénaire avec la Chine, et Monsieur Abensour, quand vous avez parlé de ne pas faire de coalition anti-chinoise. Ma question porte sur l'alliance Chip4, à laquelle la Corée du Sud va potentiellement adhérer. Où ça en est, première question. Et la deuxième question porte sur Taïwan cette fois. Je voulais savoir si dans la mesure où si la Corée du Sud rejoint cette alliance, cette coalition contrôlerait un peu plus de 80% du marché des semi-conducteurs. Est-ce qu'il y aurait un potentiel, un risque que cela donne des idées, ça accélère potentiellement des tentatives d'invasion sur Taïwan? On prend votre question aussi. Comme ça, on aura le choix. Bonsoir, Bonsoir. je suis Sacha Isfield de l'Agence française de développement dans les partenariats internationaux. Et donc, je me demandais, on voit dans la stratégie coréenne, dans la liberté, vous avez mentionné la solidarité entre les pays. Dans la prospérité, vous avez me demandé s'il y avait peut-être une approche de développement dans votre vision de la prospérité. Et comme du côté de la France, il y a dans la troisième priorité parmi les 4, la solidarité transnationale, la promotion des biens communs, dont le climat, la biodiversité, etc. Je me demandais, pour la Corée, quelle stratégie d'APD, d'aide publique au développement vous avez, notamment dans l'Indo-Pacifique, sur quelle sous-région? Vous avez mentionné l'ASEAN, l'Asie du Sud, etc., l'Afrique, je serais curieux sur ça. Sur quelle thématique, notamment le climat, la biodiversité terrestre, maritime, et avec quels partenaires bailleurs de la région? Merci. Alors, beaucoup de questions. Vous avez l'embarras du choix. Je vous laisse répondre. J'avais aussi en ligne une autre question sur le fait que la France n'entretienne pas de relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Est-ce que comment c'est jugé en Corée du Sud et est-ce que c'est légitime d'avoir une stratégie indo-pacifique et de ne pas parler à tout le monde? Donc voilà, je vous ai posé toutes les questions. Je vous laisse réagir et puis on conclura avec monsieur l'ambassadeur. D'accord. Oui, je vais essayer de répondre un peu globalement, parce que juste que globalement. Alors, la connectivité, bien sûr, c'est très important. Ça va, comme je vous ai dit, nous sommes en train de finir notre rapport final
Ça va être, j'imagine, plus de 20-30 pages comme ça. Et il y aura bien sûr une partie sur la connectivité, ce que l'accord peut faire pour l'infrastructure, bien sûr, pour les pays d'Asie, mais aussi des autres pays en voie de développement. Et pour la coopération de développement, oui, ça aussi, on va avoir plus de détails, mais je crois que comme la France, vous avez beaucoup d'expérience d'avoir cette coopération de développement en Afrique, surtout en Afrique, et aussi vous avez votre département territoire outre-mer en Pacifique du Sud. Je crois que les deux régions, la Corée peut collaborer très étroitement avec vous, quoi, et de notre côté aussi, nous avons beaucoup d'expérience dans les pays ASEAN. ASEAN, c'est la première destination de notre aide de développement. Alors, c'est comme ça qu'on peut avoir des coopérations complémentaires. Et quoi donc encore? Et il y a beaucoup de quand la Corée a annoncé que nous allons formuler une stratégie Indo-Pacifique en juin, beaucoup de gens ont posé cette question. Alors, qu'est-ce que vous allez faire envers la Chine? Qu'est-ce que s'est passé avec les États-Unis? Est-ce que vous allez faire un équilibre? C'était la plupart des questions, c'était sur ça. Mais comme je vous ai dit dans ma présentation, cette stratégie, c'est le départ de pardon, cette stratégie et, comment la Corée peut contribuer davantage à la liberté et la prospérité et la paix de la région Indo-Pacifique. Ce n'est pas comment la Corée va réagir à la Chine ou à tel pays. Alors, le départ, c'est que nous voulons aller au-delà de notre région immédiate. Alors, vous voyez, c'est un peu différent, notre but de cette stratégie. Ok, je crois que j'ai déjà dépensé 5 minutes. Merci, merci beaucoup. Ambassadeur Abinsour, je vous laisse le mot de la fin et la conclusion. Le mot de la fin, simplement, moi, ce que je retiens, il y a quand même des éléments très, je dirais, stimulants dans ce que vous avez développé ce soir, qui est que c'est une stratégie qui, justement, veut poser la Corée comme un acteur régional et un acteur global. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental et que ça ouvre, en effet, la perspective à de nombreuses initiatives de coopération ensemble dans les régions que vous avez rappelées, mais au-delà, et même au niveau global. Deuxième chose qui me semble très intéressante, c'est cette notion de singularité. Je ne sais pas, vous ne l'avez peut-être pas reprise, mais vous avez en effet indiqué que la France, les Européens étaient une référence. Je ne sais pas si la stratégie sera traduite en français, mais en tout cas, si il y a une mention spécifique des stratégies françaises, européennes, évidemment que ce sera un élément important et que nous relèverons immédiatement. Vous m'avez, du coup, je fais le lien parce que vous m'aviez posé la question sur les Européens. Pour être très bref, il y a eu peut-être la perception avec AUKUS, avec la guerre en Ukraine, qu'il y avait une moindre mobilisation, un moindre engagement des Européens dans l'Indo-Pacifique. J'aurais tendance à renverser les choses. Avec AUKUS, qu'est-ce que vous avez? Vous avez plus de bipolarisation. Et or, vous savez que la vaste majorité des pays de l'Indo-Pacifique ne souhaitent pas cette bipolarisation. Donc, d'une certaine façon, c'est le paradoxe, mais AUKUS a conforté la légitimité de l'approche française et européenne. La guerre en Ukraine, c'est évidemment l'attachement, tout ce que je disais tout à l'heure sur le droit international public, et donc des pays qui peut-être n'avaient pas cette même sensibilité, aujourd'hui se rendent compte, en effet, et on le voit dans les votes à l'Assemblée générale des Nations unies, que c'est absolument indispensable, en effet, de défendre ces principes qui sont à la base des relations internationales. Et troisième élément, c'est que l'interdépendance entre le théâtre européen et le théâtre en Asie ou en Indo-Pacifique, il est aujourd'hui évident pour tout le monde. Ça va au-delà, je dirais, de l'impact sur la sécurité alimentaire ou les prix de l'énergie. Mais on voit bien toute la chaîne de conséquences au niveau stratégique qui se développe. Alors, je ferai une minute. Je m'arrêterai là. Je crois que ça peut faire l'objet d'une autre séance, finalement, certains traités d'indépendance. Et je conclurai simplement pour dire que cette singularité, en tout cas française, elle est de plus en plus reconnue.
C'est marqué par le déplacement de nos autorités dans la région, mais relever notamment que le président de la République était pour la première fois le premier Européen invité à la PEC. Donc ça, c'est vraiment un événement historique. Et je crois que ce n'est pas par hasard. Je crois qu'il a été invité à la PEC parce qu'il incarne cette singularité sur la base de tous les principes que j'ai énoncés tout à l'heure et qui est en effet recherché par une majorité de pays dans la région Indo-Pacifique. Voilà. Donc ça ouvre en effet de perspectives très encourageantes sur les convergences possibles entre nos deux pays. Merci beaucoup. Vous aurez compris, Monsieur Lim, qu'il vous faut revenir discuter de l'après une fois que votre stratégie est publiée, puisque nous avons beaucoup de choses à construire ensemble. Donc, merci à vous trois pour vos interventions et vos éclairages effectivement très, très, très intéressants et utiles dans la période. Merci à tous pour votre attention et puis pour ceux qui sont fans de foot, bon match ce soir. Bonne soirée à tous.